Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du Bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Marine, tu es bien installée à côté de moi. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, je suis bien installée, je suis prête à commencer. Eh bien, on est ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va vous parler de plusieurs coups de cœur. Le bilan de nos lectures ce mois-ci est vraiment très bon. Et on va commencer tout de suite avec Les Terres Promises de Jean-Michel Guénassia chez Albin Michel. C'est la suite du Club des Incorrigibles Optimistes qui est paru il y a plus de 10 ans et c'est une belle lecture pour toi comme pour moi. Oui, alors dans ce 2e tome, on retrouve donc Michel qui était le héros du Club des Incorrigibles Optimistes. Il vient tout juste de passer son bac et il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Côté vie amoureuse, c'est pas tellement mieux puisque sa copine Camille a dû quitter la France pour s'installer en Israël avec ses parents. Et donc aidé d'Igor, un des piliers du Club des Optimistes, qui lui est à la recherche de sa famille en URSS, il va tout mettre en œuvre pour retrouver Camille. Et puis, contrairement au premier tome, ce livre se concentre aussi beaucoup sur Franck, le frère de Michel, qui était déjà dans le premier tome, mais qui était un personnage beaucoup moins important. Et Franck, lui, il est parti faire la guerre en Algérie, et il est maintenant recherché par l'armée française après avoir déserté. Alors moi, c'est un livre qui m'a fait beaucoup voyager, et c'est ce que j'ai adoré avec Les Terres Promises. Autant dans le premier tome, c'est vrai qu'on restait beaucoup dans une ambiance très parisienne, ce qui n'était pas pour me déplaire à l'époque. Mais là, cette fois-ci, on part en Israël, en Algérie, en Italie, en Russie, et on suit la naissance de nombreux États après les guerres du milieu du siècle, et particulièrement du coup la naissance d'Israël. Et l'Algérie aussi. Et l'Algérie, évidemment, après la guerre d'indépendance. Et c'est vrai que d'un point de vue historique, moi j'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai beaucoup aimé suivre les événements en Algérie, justement, voir la construction d'un peuple, avec du coup tout ce que ça implique, de façon économique, de façon politique. Et on en parlait déjà d'ailleurs dans le 2e épisode du podcast avec L'Art de perdre. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant en fait d'observer un point de vue qu'on n'a pas forcément eu en cours. Et là, cette fois-ci, on voit le quotidien des Algériens au moment de l'indépendance, etc. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais en fait, c'est marrant, j'avance dans l'histoire avec mes lectures. J'avais la guerre d'indépendance avec L'Art de perdre. Et là, on a la suite, le début de l'indépendance. Donc voilà, toute cette période qui n'était pas simple non plus d'ailleurs. Mais je trouve qu'elle est très bien décrite. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit finalement émerger deux mondes. Il y a d'un côté le communisme avec l'URSS, et puis de l'autre côté, en Europe, il y a aussi la naissance du consumérisme. Il y a les revendications de liberté du côté des femmes, la liberté sexuelle. Et du coup, il y a des personnages féminins qui sont super forts. Il y a Camille, il y a Louise, qui sont très féministes, qui refusent clairement de se plier un peu aux lois de la société, au patriarcat, à l'injonction de se marier, d'avoir des enfants, etc. Et c'est génial de suivre ce parcours-là à cette époque. J'ai adoré. J'ai été vraiment ravie de retrouver les personnages du Club des Incorrigibles Optimistes. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de lire Guénassia. Je trouve que son écriture est hyper fluide. C'est léger, ça fait sourire, parfois même ça fait rire. Et en même temps, il y a plein de moments très émouvants. Et je trouve qu'il a vraiment un don pour partager les histoires, pour partager tout ce qui arrive aux personnages. On a l'impression d'être à côté d'eux, de voyager avec eux, en l'occurrence là, parce qu'il y a quand même beaucoup de voyages. C'est vraiment un plaisir, c'est savoureux, je trouve. Je trouve que c'est un peu comme manger un super dessert sucré. On a un grand plaisir au moment où on le mange et on n'a pas envie de s'arrêter. Et en plus, c'est vrai que l'écriture, elle est super efficace. Les phrases sont courtes, on rentre vite dedans. C'est simple, quoi. Ouais. Ça se dévore. C'est ça. Voilà, ça se dévore, c'est très rythmé. Et du coup, on s'arrête pas, quoi. On se laisse emporter. On suit toutes les petites histoires des personnages qui suivent la grande histoire de l'Europe à cette époque. Et on a vraiment l'impression de voyager, quoi. J'ai beaucoup aimé, par exemple, tout le passage à Florence avec les inondations de Florence et Michel qui se retrouve au milieu de tout ça. Je trouvais que les descriptions de la ville inondée étaient incroyables. Enfin, c'était hyper impressionnant et je trouve que c'est hyper bien rendu.
Et c'est aussi le moment où Michel devient photographe. Et là, moi, c'est mon petit coup de cœur personnel parce que j'ai travaillé en agence photo. Et vraiment, j'ai trouvé que le passage de Michel qui devient photoreporter, bah, moi, ça m'a rappelé un peu mes débuts aussi. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a vachement touchée. Et puis en plus, c'est vrai que l'écriture, elle est super visuelle. Donc on imagine tout à fait déjà la situation sur place, à quel point c'est catastrophique. Et en plus, on nous décrit les photos, le cadre que prend Michel, etc. Et on s'imagine bien les photos aussi qu'il prend. Enfin, en tout cas, on essaie d'imaginer ce que ça peut rendre, la façon dont il a choisi son cadre, ses personnages et tout. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. J'ai beaucoup aimé. On voit bien la une de Paris Match. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages. Tu disais Camille et Louise sont des personnages féminins qui sont hyper intéressants et je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment des super personnages, ils sont hyper bien construits. Mais je trouve aussi que les personnages masculins sont vraiment chouettes. Michel, évidemment, bon, on le connaît déjà. Igor, Léonide, on les connaît aussi déjà bien du Club des Incorrigibles Optimistes. Mais il y a aussi des personnages un peu plus secondaires comme le père de Michel et Franck ou comme Jimmy, qui sont aussi vraiment intéressants. Ils sont beaucoup moins importants, mais ils sont quand même très développés, je trouve. Et alors moi, mon coup de cœur, c'est pour le personnage de Franck, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, par rapport au personnage de Franck, mais aussi par rapport à tous ces personnages masculins, j'ai beaucoup aimé le traitement de la paternité dans le livre. Franck, il a des tentative de paternité, il pourrait être père 3 fois et à chaque fois ça marche pas. Michel, lui, ça lui tombe dessus, c'est une surprise, il s'y attendait pas et ça devient son histoire. Igor va tout faire pour retrouver ses enfants. On a même le père de Michel et Franck qui réapparaît un peu. Enfin vraiment, je trouvais que c'était vraiment une belle façon de présenter ça. C'est peut-être un peu moins abordé. Parfois, on parle plus des mères et de leur relation à leurs enfants. Là, c'est vraiment... On n'en parle presque pas de la mère, mais par contre, les pères... Surtout qu'elle est peu présente et elle est assez particulière en plus. Oui, voilà. Alors, la mère de Michel et Franck est quand même particulière. Bizarre. Mais du coup, on a vraiment toutes ces paternités différentes. Et j'ai beaucoup aimé. Ça, vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Ouais, c'est vrai que cet aspect-là du livre était assez chouette. Alors par contre, moi, j'ai vraiment eu du mal, tu vois, avec le personnage de Franck. J'ai pas du tout accroché. Alors, j'aimais beaucoup les passages sur l'Algérie et c'était là où Franck était évidemment présent parce que c'est lui qui est là-bas. Mais par contre, je l'ai trouvé insupportable, en fait. Le mec était... Enfin, ses choix, ses décisions, tout paraît trop extrême parce qu'il faut dire que voilà, il est engagé à 100% dans ses idées politiques, etc. Il place ça avant tout, il a des revendications et c'est très louable de sa part. Mais du coup, ça devient tellement extrême, c'est trop, quoi. Et au bout d'un moment, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ce choix ? Enfin, c'était très compliqué. Et du coup, comme la fin se concentre beaucoup sur Franck, moi, j'ai pas du tout aimé la fin. On part dans un délire mystique qui, pour moi, était incompréhensible. Et j'ai terminé le bouquin, j'étais super agacée, j'étais frustrée et bon, ça n'a pas remis en cause le fait que voilà, j'ai beaucoup aimé le livre et que j'ai trouvé ça très chouette. Mais il m'a fallu un peu de temps pour me dire, ok, en fait, le livre était bien, mais cette fin, pour moi, c'était juste pas possible, quoi. Et j'étais énervée par la fin, voilà. Ah bon, bah écoute, on essaiera de faire passer le mot à Jean-Michel Guénassia. Non, alors, tu vois, moi, je suis pas d'accord, parce que moi, je suis d'accord que le personnage de Franck est énervant, qu'il fait des choix qui nous paraissent pas logiques ou pas les bons, mais... J'ai beaucoup aimé la façon dont le personnage était construit dans le roman et j'ai trouvé que c'était ça qui était hyper intéressant sur lui, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est compliqué, qui a plein de dimensions et on le voit vraiment au fur et à mesure du roman. En fait, je trouve que il veut être parfait. Il veut absolument être en accord avec ses principes. Il a des grands principes très ancrés en lui. Et en fait, ça marche pas. Ça va à l'encontre de la vie. Et c'est un peu ça son grand problème dans sa vie. C'est-à-dire qu'il essaye d'être le plus juste avec lui-même, avec ses principes. Et forcément, ça foire. Il se retrouve un peu rattrapé par la vie, ou alors au contraire, la vie qui lui échappe. Et ça, j'ai trouvé que c'était vachement bien montré. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le personnage, même s'il est énervant et tout ça.
Je trouvais que il était hyper intéressant. Et pour le coup, moi, j'ai bien aimé la conclusion, tu vois, ça m'a pas du tout gêné. C'est vrai que c'est un peu un délire mystique à la fin, mais moi, je l'ai pris comme ça, j'ai bien aimé et j'ai trouvé que finalement, on arrivait à boucler la boucle. Bon, du coup, il y a des petits bémols, mais c'est quand même en gros un livre qu'on vous conseille vivement, qu'on a quand même beaucoup aimé toutes les deux. Et surtout, si vous avez lu Le Club des Incorrigibles Optimistes et que vous avez aimé, forcément, il va vous plaire si vous allez retrouver les personnages. Et ça, c'était quand même assez chouette. Ouais. Pour notre deuxième choix, on va vous parler d'un livre choc, Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, paru aux éditions Emmanuel Colas. Je l'avais évoqué lors de l'épisode précédent, c'était mon livre de chevet à l'époque, et ça y est, Marine, tu l'as lu toi aussi. Ouais, je l'ai lu juste après toi. Alors, on va vous le résumer rapidement. C'est l'histoire de 3 femmes peules au Sahel, 3 femmes qui ont été mariées de force et qui du coup vont subir la polygamie, le viol conjugal, la violence, la jalousie, bref, le patriarcat qui règne sur cette société. Donc, ambiance, c'est un livre assez dur, on vous le cache pas. Et du coup, on a adoré. Ah ouais, quel coup de cœur. Mais alors, quelle claque! Franchement, c'est encore une fois un Goncourt des lycéens qui ne déçoit pas. Qu'est-ce que c'était intense! Alors, il est très court. Il fait quelques centaines de pages de 200 mémoire. pages, je crois, oui, c'est ça. ça, ouais. Enfin, en gros, moi, je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai dévoré, pareil. j'arrivais pas à m'arrêter. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est extrêmement violent. Évidemment, le sujet, on peut pas dire que ce soit quelque chose de très réjouissant. Hein. Le mariage forcé, la polygamie, tout ça, c'est des situations qui sont très dures à évoquer. Mais je trouve que l'autrice le fait très bien. On tombe pas non plus dans le pathos. Il y a quelque chose de très, parfois très poétique même, dans l'écriture. Ça se lit très facilement et en même temps, la situation de ces femmes, j'ai trouvé ça bouleversant. Vraiment, j'ai eu du mal à m'en remettre. Oui, moi aussi, j'ai été complètement bouleversée. J'ai été vraiment prise par le destin tragique de ces femmes qui se retrouvent à n'avoir aucun choix dans leur vie et dont on exige de la patience. C'est vraiment le mot-clé de ce livre, alors qu'elles vivent les pires moments de leur vie, chacune de façon différente, mais en gros, à chaque fois, on a des situations dures, des situations révoltantes. Enfin, moi, j'étais révoltée, vraiment. De notre point de vue de femmes européennes, occidentales, une vie pareille est vraiment inimaginable. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien raconté, le patriarcat, la condition féminine, l'inexistence de ces femmes qui se retrouvent complètement inconsidérées. Elles sont à peine juste une valeur marchande qu'on s'échange de père en mari et à qui on dit sois patiente ma fille, tu verras. Passer. Voilà, c'est ça. Si tu fais preuve de patience, au bout d'un moment, tout va bien se passer, quoi. En gros, c'est l'idée. Et pourtant, tout se passe pas très bien. Et tout se passe même très mal, quoi, au final. Le plus triste dans tout ça, en plus, c'est qu'elles ont cette place qui n'existe pas dans la société et finalement, ça les pousse à se haïr même entre elles, c'est-à-dire qu'il y a même pas, elles n'arrivent même pas à avoir une sorte de solidarité féminine parce que le moindre gain sur les autres femmes est toujours ça de gagner. C'est la polygamie qui encourage à ça, du coup il y a de la jalousie, il y a de la concurrence, c'est à qui aura le meilleur statut, qui sera la mieux reconnue. Celle qui sera dans la moins pire situation. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dur en fait, parce que tu te dis, si on peut même pas compter les unes sur les autres, qu'est-ce qui reste, quoi? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi, moi, ça m'a bouleversée de voir qu'il n'y avait pas ce soutien au final entre elles, alors qu'elles étaient toutes dans le même bateau au final. Elles pourraient, tu vois, se soutenir face aux hommes et se dire voilà, ensemble on fait front, mais non, en fait, c'est limite entre elles que c'est le pire parfois. Ouais. Et alors moi j'ai beaucoup aimé aussi l'écriture de Djaïli Amadou Amal. Je trouve que c'est hyper percutant et qu'on rentre tout de suite dans l'histoire. D'ailleurs, on le disait, c'est un livre très court et c'est pas grave parce qu'en fait toute l'histoire est là. L'histoire de ces 3 femmes est du coup très bien racontée, tout ce qu'elles endurent, toutes les différentes formes de domination qu'elles subissent. Et au fond, on se rend compte que c'est des points de vue différents, mais c'est les mêmes histoires. C'est ça. Et moi j'ai beaucoup aimé le fait justement qu'elle donne tous les points de vue. En fait, le livre est divisé en 3 parties. Donc, au début, on suit Ramla, qui, elle, va être mariée de force à l'homme le plus riche de la ville et qui a déjà une femme. Et forcément, la première rencontre entre les 2 épouses, elle est très marquante parce qu'on voit l'autre femme à travers les yeux de Ramla et on la voit comme une femme méchante, on la voit comme une femme hautaine. Et au final, la dernière partie du livre est consacrée à cette femme.
On va apprendre à la connaître, on va découvrir son histoire, on va comprendre son ressenti à elle lors de cette première rencontre. Et comme tout à l'heure, on parlait de concurrence entre ces femmes, etc., on comprend mieux au final pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi il y a cette jalousie et cette mésentente, quoi. C'est un peu l'envers du décor. Exactement. Et j'ai trouvé ça génial d'avoir ces 3 personnages et d'avoir à chaque fois le point de vue différent l'une de l'autre, comment elles vivent ces situations, etc. C'était très bien fait. Alors par contre, moi, le seul petit bémol que j'ai eu, c'est que la première partie, donc, qui est consacrée à Ramla, elle est assez courte par rapport aux autres. Et du coup, on aurait aimé en savoir un petit peu plus. On reste un peu sur sa fin. Je suis d'accord, moi aussi. Au début, moi, je pensais que du coup, on suivrait principalement Ramla. Du coup, j'étais un peu frustrée de ne pas en savoir plus sur elle. J'avais presque envie de savoir, genre, mais au bout du compte, comment ça va, comment elle s'en sort et tout. Et on a un petit aperçu avec la dernière histoire, mais finalement, je suis d'accord, moi aussi, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur elle. Donc finalement, Les Impatientes, c'est vraiment un roman qui nous a toutes les deux bouleversées. Si vous l'avez déjà lu, je ne sais pas si c'était le cas pour vous aussi, si vous avez été très ému par ce livre. En tout cas, on vous le conseille vivement et on attend vos avis. On reste sur un thème difficile avec Les choses humaines de Karine Thuil, que vous retrouverez aux éditions Gallimard et qui est paru en poche au début de l'année. Alors avec Les choses humaines, on suit l'histoire d'une famille, les Farrell. La femme Claire est une essayiste féministe, le mari Jean est un présentateur vedette de la télévision française et leur fils Alexandre est étudiant à Stanford, une prestigieuse université américaine. Tout semble sourire à cette famille ultra médiatique, sauf qu'une accusation de viol va venir tout bouleverser. Encore une fois, du coup, un énorme coup de cœur pour moi. C'est un prix Goncourt des lycéens qui a été récompensé en 2019. Et du coup, entre celui-ci et Les Impatientes, je trouve que le choix des thèmes auxquels sont sensibles les lycéens avec ces 2 livres, donc du coup la condition féminine, le viol, le consentement, c'est assez révélateur des préoccupations de la nouvelle génération. C'est important de le souligner parce que je trouve que c'est des sujets qu'on doit continuer à aborder. C'est des sujets qui font l'actualité, dont on parle encore tous les jours. J'ai écouté peu de temps après avoir lu le livre une interview de Karine Thuil et justement elle expliquait que son livre avait permis de mettre fin à une sorte de tabou autour du viol, autour du consentement, et que grâce à ce livre, il y avait beaucoup d'élèves qui lui avaient raconté leur propres expériences d'agression sexuelle ou qui, de façon plus soft, avaient tout simplement abordé le sujet avec leurs parents. Voilà, je trouve que c'est bien, ça me prouve encore une fois à quel point la littérature peut créer débat, peut débloquer des tabous et peut être utile, en fait, tout simplement, sur des sujets d'actualité. Du coup, toute la force de ce roman, pour moi, c'est d'aborder déjà le viol, mais de le faire d'une façon très intelligente en abordant surtout la culture du viol. Évidemment, attention, terrain sensible, c'est difficile d'en parler, c'est un sujet de société, ça peut créer polémique, et du coup, c'est pour moi un peu toute la force de ce livre. Là, on est du point de vue du violeur. Exactement. On va très peu avoir le point de vue de la victime. Par exemple, le viol, on va le vivre du point de vue du violeur. C'est assez bouleversant, enfin, c'est assez étonnant à lire, mais pour moi, ça va poser toutes les bases de la suite avec le procès, etc. Et c'est très intéressant de le vivre de cette façon. Ça rappelle un peu la polémique qu'il y a eu il y a quelques semaines sur la publication de la lettre d'un jeune homme qui avait violé sa copine dans Libération, où on a beaucoup reproché d'ailleurs à Libération de se mettre du côté du violeur. Là, on est du côté du violeur, c'est assez étonnant. C'est exactement ça. Et en fait, je trouve que c'est finalement pas inintéressant d'avoir ce point de vue du violeur parce qu'on a l'image de l'homme violeur, du gars qui va vous coincer dans un coin de rue, etc. Au final, on se rend compte que dans beaucoup d'affaires, dans beaucoup de cas, c'est des proches. Et ce que je trouve bien avec ce roman, comme avec cette lettre, si jamais vous l'avez lu, du coup, je vous encourage à le faire, mais c'est de pointer le problème de la culture du viol, puisque, en fait, même une fois accusé, à aucun moment, l'auteur du crime ne se remet en cause, puisque pour lui, on comprend qu'il n'y a pas de problème. Il n'y avait même pas de soucis au niveau du consentement, etc. À aucun moment, il se sent coupable. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que pour lui, c'est incompréhensible de considérer ça comme un viol. Exactement. L'exemple parfait pour illustrer justement ce manque de considération, c'est par exemple la phrase que le père d'Alexandre prononce au moment du procès en disant « On ne va pas détruire la vie de mon fils pour 20 minutes d'action ».
Alors, c'est très révélateur du coup de la société, du personnage du père d'Alexandre qui est absolument immonde, arrogant et tout ce qu'on veut. Et ça montre à quel point, au final, c'est pas un problème, quoi. On peut agresser une femme, ça va, on va pas en faire tout un drame. Surtout pour lui, parce qu'il mérite pas ça. Exactement, c'est un étudiant prestigieux, il a toute la vie devant lui, il réussit, il a une carrière qui va se dérouler à ses pieds. C'est pas pour une petite erreur de 20 minutes, bon... Voilà quoi, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui a vraiment été prononcée lors d'un procès en 2015, c'est ça, à Stanford. Oui. D'ailleurs, c'est là-dessus que Karine Thuil s'est basée, c'est ça ? Oui, en fait, elle s'est inspirée d'un fait qui a réellement existé en 2015. C'est un étudiant de Stanford qui a été accusé de viol et elle s'est inspirée de ce fait divers pour écrire son roman. Et cette phrase a été prononcée par le père de cet étudiant au moment du procès, et donc elle l'a retranscrit dans le livre et elle l'a fait prononcer par le père d'Alexandre. Et au final, ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Les choses humaines, c'est que ça aborde beaucoup de choses, et en particulier le monde des médias, puisqu'on retrouve cette concurrence, cette hypocrisie qu'on connaît bien, parce qu'on est toutes les deux journalistes, donc on connaît bien ce milieu. Et c'est un monde cruel. Les médias, c'est un monde cruel pour les hommes comme pour les femmes. Et je trouve que avec le personnage de Jean Farel, qui est un présentateur français très reconnu, très médiatique, qui n'a qu'une trouille, c'est de vieillir, de se voir mettre au placard. Donc il fait tout pour garder la forme et se montrer sous son meilleur jour, parce que c'est ça aussi que ça raconte, c'est qu'il y a toute une histoire d'apparence. Et il met la pression à son fils d'ailleurs là-dessus, en lui disant voilà, tu vas faire des études. Et voilà, et en fait toute cette pression-là, au bout d'un moment, on sent bien que le gamin il va exploser et c'est pas sain comme environnement. Quand on fait un peu le bilan sur ce livre, si je comprends bien, on a des personnages qui sont pas du tout manichéens quand même. Pas du tout, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que on peut pas non plus entièrement détester Jean Farel, on peut pas entièrement détester Alexandre. Ils ont tous les deux leur part d'ombre, ils ont tous les deux leurs failles, leurs défauts, et en même temps ils ont des côtés qui sont aussi très attachants. Alors certes, ça les excuse pas, mais ça les rend plus humains. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est toute la psychologie des personnages qui a été extrêmement bien travaillée par Karine Thuil et qui les rend super attachants malgré tout en fait. Alors tu vois, c'est marrant parce que c'est un livre que j'avais pas vraiment envie de lire. Tu m'en as parlé et je t'ai dit oh non, moi je le sens pas, j'ai pas envie de me plonger dans un sujet pareil. Enfin voilà, je le sentais pas. Et finalement, en t'écoutant, j'ai super envie de le lire maintenant. Mais je t'encourage. Voilà, donc tu vas me le prêter. Exactement. Et on va finir ce podcast avec une BD et un gros coup de cœur, de nouveau pour nous deux, l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé aux éditions Delcourt. C'est une BD en 3 tomes. Dans cette BD, on retrouve Hakim qui vient de s'acheter un appartement dans la banlieue sud de Damas, en Syrie. Son affaire marche bien et très bientôt, il compte bien fonder une famille. Mais nous sommes en 2011 et les révolutions arabes éclatent un peu partout au Maghreb et au Moyen-Orient. En quelques jours, la vie d'Hakim va basculer. Le jeune homme va se retrouver en exil, loin des siens, avec cette étiquette de réfugié si difficile à porter. De la Syrie à la France, en passant par la Turquie et la Grèce, c'est son histoire que Fabien Toulmé a choisi de nous raconter. Alors moi, du coup, c'est vrai que c'est une BD que j'ai vraiment adorée. Il y a 3 tomes, mais je les ai lus en 3 jours. La grande force de cette bande dessinée, c'est le fait que Fabien Toulmé ait vraiment réussi à donner un visage à ces migrants qui traversent la Méditerranée et qui sont parfois que des chiffres dans des articles de presse, à la télé. Et les dessins, en fait, sont super émouvants. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à retenir mes larmes. Il y a des situations qui sont vraiment à la limite du supportable et surtout quand Hakim est avec son fils et qu'avant tout il pense à le protéger de l'extérieur, des situations, etc. Et moi je n'ai pas pu m'empêcher en fait d'avoir en tête l'image de Elan, le petit gamin qui avait été retrouvé mort sur une plage en 2015. C'était bouleversant et au final on comprend à quel point ce voyage en fait c'est un périple qui est dangereux, qui est surhumain et qui est en fait très peu relaté dans les médias. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai été aussi super touchée par cette BD, par l'histoire d'Hakim, qui est une histoire vraie d'ailleurs, hein, et ce périple qui, en effet, nous donne un visage à tous ces migrants anonymes qui sont, comme tu disais, des chiffres au jour le jour de gens qui traversent la Méditerranée. Et j'ai trouvé que oui, c'était vraiment... très touchant, très émouvant. Fabien Toulmé a vraiment réussi à donner de l'humanité à toutes ces personnes qui finalement n'essayent que de survivre et dont on ne connaît que
très peu de choses ou dont on a beaucoup d'a priori. Et d'un coup, avec Fabien Toulmé, la plupart des a priori tombent. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Je suis d'accord, moi aussi, j'ai beaucoup aimé les dessins. En général, c'est pas indispensable que les dessins me plaisent pour qu'une BD me plaise. Mais alors, si en plus on aime les dessins, là, c'est le combo parfait. Et en l'occurrence, c'était le cas. Et j'ai aussi beaucoup aimé la forme de narration utilisée par Fabien Toulmé. Il se met en scène dans ses rencontres avec Hakim. Et je trouve que ça donnait encore plus de réalité à son histoire. On était vraiment dans le récit de son voyage, de son périple, de son odyssée. Et ça permet de s'attacher encore plus au personnage, de s'émouvoir de ses difficultés. Toute la traversée de la Méditerranée avec son fils tout bébé, c'est vraiment, on se dit mais comment il a pu faire ça ? Pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai travail de reporter en fait, parce qu'il y a l'interview, il y a l'écoute, et d'ailleurs, je rajoute juste que Fabien Toulmé travaille très régulièrement avec la Revue Dessinée, qui est justement un magazine d'actualité qui raconte et qui fait des reportages grâce à des BD. Donc il y a déjà toute cette sensibilité journalistique qui certainement aussi l'a aidé dans ce travail-là, et on le voit justement en train d'interviewer Hakim, de l'écouter et de tisser petit à petit une relation avec lui, et c'est extrêmement touchant en fait de voir cette relation-là entre les deux aussi, cette confiance mutuelle. Moi j'ai trouvé ça très beau. Au bout du compte, nous aussi on tisse une relation avec Hakim. Enfin, tu disais que tu avais eu les larmes aux yeux, moi j'ai eu les larmes aux yeux, mais j'ai eu aussi les grandes eaux. Franchement, quand je suis arrivée à la fin du livre, dans l'épilogue, j'ai eu comme une sorte de réalisation de l'ampleur du voyage qu'il avait parcouru. Et on était à la fin et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. D'autant plus quand on a eu un peu ce qu'ils sont devenus, tous les personnages que Hakim rencontre, sa famille, etc. Moi, j'avais l'impression d'avoir des nouvelles de mes proches. Et j'en étais même à dire à mon copain, « Oh, tu sais pas, lui, il est devenu comme ça. » Et il me disait, « Mais je sais pas de qui tu parles. » mais j'étais vraiment hyper engagée. L'épilogue est très touchant. Ouais, l'épilogue est vraiment très émouvant. Parce que tout le voyage aussi nous y emmène. Exactement. Ouais. Moi, je trouve que du coup, il y a un travail pédagogique, et il y a un intérêt surtout pédagogique à cette BD. C'est de nous immerger totalement dans la vie de ces personnes qui sont obligées de quitter leur pays, leur famille, leur maison, tout, pour fuir la guerre. Parce qu'au final, ils ont deux choix. Soit ils restent et ils risquent de mourir, soit ils partent et ils essayent de survivre. Et au final, ça apporte une toute autre dimension à ce qu'on peut entendre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle un peu moins, mais voilà, quand c'était le cœur de la crise en 2015, les migrants n'ont jamais eu une très bonne image dans la population. Et voilà, il y a un intérêt extrêmement pédagogique à lire cette BD et à mieux comprendre qui sont ces gens, pourquoi ils fuient, quelles sont les épreuves qu'ils doivent traverser pour arriver en France ou dans un autre pays occidental d'ailleurs. Et quel est leur point de vue sur ce qu'ils vivent ? Parce que ça, finalement, on ne l'a jamais. Malheureusement, on ne leur parle pas aux migrants. Et là, on a vraiment... il explique comment lui, il vit la chose et quels sont, lui, ses objectifs. Enfin, clairement, Hakim, il a juste envie de pouvoir s'installer, de gagner un petit peu sa vie pour pouvoir vivre avec sa femme et son fils. Et finalement, s'il avait pu s'installer dans le premier pays où il est allé, il l'aurait fait. Et juste à chaque fois, il doit avancer, aller un peu plus loin dans son odyssée, parce qu'à chaque fois, rien ne lui permet de survivre. Oui. Mais c'est pas un choix. Ça l'amuse pas particulièrement de venir jusqu'en France, de traverser la Méditerranée dans un canot de fortune, de risquer de s'y noyer avec son bébé. Enfin, tout ça, c'est pas des choses qu'il fait volontairement de gaieté de cœur. C'est ça, c'est qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il arrive dans un pays, il faut tout recommencer, il faut trouver un travail. Alors au début, ça semble pas très compliqué parce qu'il reste dans des pays arabes, donc déjà, il arrive plus ou moins à se faire comprendre, mais c'est vrai que quand on arrive dans des pays où on ne parle absolument pas la langue, déjà, il y a cette première difficulté-là qui se pose, comment on communique avec la population sur place, comment on arrive à se faire comprendre, et je pense qu'on a du mal à se rendre compte de ce que ça peut représenter comme difficulté pour les personnes qui viennent, quoi. C'est vraiment très très loin de nous. J'imagine qu'il y a peu de chances que ça nous arrive un jour, mais après tout, on ne sait pas. Et c'est vrai que je trouve ça nous permet de nous mettre un peu dans leurs pas et de commencer à avoir un début de compréhension de ce qu'ils peuvent vivre
chaque jour dans leur voyage. Et ça remet vraiment les choses en perspective, parce que c'est vrai que, encore une fois, on est toutes les deux journalistes et en plus on travaille sur l'international, donc les images de migrants, on en voit encore tous les jours. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui ça passe moins dans les médias parce que c'est moins le cœur de l'actualité, mais ça existe encore, c'est toujours là. Et même nous, peut-être qu'on devient un peu insensible parce que ça devient banal, et au final, vraiment, ce genre de BD, ça remet les choses à leur place. Et ça permet de comprendre que les migrants, ils ont une histoire, ils sont victimes d'une guerre, et encore une fois, ils sont pas là par choix. Ouais. Et puis, je sais pas toi, mais moi, j'aimerais quand même bien savoir ce que Hakim est devenu. Oui, c'est vrai, depuis. moi aussi. C'est vrai que j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour lui, s'il a réussi à s'en sortir, etc. J'espère qu'il y aura peut-être un petit mot de Fabien Toulmé, si jamais il nous entend. Exactement, oui. Donc, je ne peux que vous encourager à lire cette série. Pour moi, c'est indispensable pour comprendre, pour se révolter, pour ne pas oublier et pour apprendre à élargir son horizon et son jugement, et finalement pour humaniser une situation qui est bien trop souvent banalisée par les médias. Nous arrivons au terme de cet épisode. On vous avait prévenu, aujourd'hui c'était 100% coup de cœur. Je ne sais pas si vous avez lu ces livres. Si c'est le cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Vous pouvez nous faire part de vos avis sur notre Instagram, lebruitdespages.podcast, ou sur le blog. Et si vous ne les avez pas encore lus, j'espère que vous allez vite les mettre dans vos piles à lire. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur l'Instagram et sur le blog. Et si votre palle n'est pas assez remplie, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil sur l'Instagram de Marine qui s'appelle Au fil des pages. Et pour finir, comme d'habitude, notre petit tour des lectures du jour. Alors Marine, quel est ton livre de chevet en ce moment ? Alors en ce moment, je lis 2 livres en même temps. Donc le premier, c'est un livre de Baptiste Beaulieu, son dernier roman, Celle qui l'attendait, aux éditions Fayard, et un livre fantastique jeunesse aux éditions Gallimard, Magic Charlie d'Audrey Alouette. Et toi Catherine, tu lis quoi en ce moment ? Alors moi, je me suis lancée dans un roman de fantasy qui était dans ma pile à lire depuis plus d'1 an. Il était temps. Ça s'appelle The Binding de Bridget Collins. C'est publié chez The Borough Press. Je le lis en VO, mais il est sorti en français sous le titre Les livres d'Emmett Farmer. Je trouve que le titre est beaucoup moins bien en français. Ouais, j'aime moins. C'est vrai que c'est assez étrange. Ça donne beaucoup plus envie quand tu lis The Binding, mais bon. Je viens seulement de le commencer, donc je pourrais pas en dire grand-chose, mais pour l'instant, c'est très mystérieux et plein de promesses. J'ai hâte de lire. C'est vrai qu'il est dans mes bibliothèques aussi depuis un moment, il faut que je le sorte. Alors voilà, c'est la fin de ce podcast. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine page.